Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, on va parler d'un thème moi, qui m'est très à cœur. C'est l'ego et l'ego-spiritualité, en espérant que tu puisses éclairer en fait cette thématique de l'ego, de l'ego-spiritualité, et peut-être nous aider à savoir si on est dedans et comment peut-être potentiellement en sortir ou l'éviter. D'accord. Alors, ça m'amuse de parler de l'ego parce que j'ai l'impression qu'on dit tout et n'importe quoi sur ça, que c'est un des sujets, d'ailleurs, que j'ai eu du mal moi-même à sortir du tout et n'importe quoi, euh, parce qu'en fait, on met sous le mot ego différents sens et on l'aborde, on peut l'aborder sous différentes facettes qui ont toutes quelque chose de vrai et comment comprendre d'une façon unifiée. Alors déjà, je dirais en psychologie, ego, ça veut dire moi, je, j'existe. C'est, c'est un sentiment de base, c'est que dans ce monde d'espace et de forme, ce monde d'amis, ce monde relationnel, ce monde de tout l'environnement, j'ai une conscience que j'existe. Autrement, je ne pourrais pas dire je. Et ce je, c'est fondamental. Un enfant qui n'accède pas à la réalisation, au sentiment d'exister, c'est un autiste. Il reste dans un flou, dans une fusion avec l'univers ou avec la mer, dont il n'arrive pas à se détacher. C'est ça essentiellement, s'il n'y a pas de cause neurologique. Enfin, c'est la difficulté à se vivre comme une entité autonome. Donc, déjà, d'exister en tant qu'ego, moi je veux ceci, moi je veux cela, c'est un élément de construction, autrement on est fou, quoi. Autrement on n'existe pas. Hein. Et ça se construit dans l'enfance avec la friction de tout être indépendant par rapport aux autres. Donc, premièrement, par rapport à la mère. Donc au départ, je suis intrinsèquement lié dans lequel j'ai vécu, dans laquelle j'ai vécu, dans la mer. Hein, dans la mer, on peut imaginer l'océan, la mer, mais aussi l'océan matriciel de l'utérus. Là. Donc, je viens de cela, je viens, si on peut l'expliquer comme ça dépend de notre vision du monde, mais que je suis une incarnation aussi de quelque chose qui se concrétise en moi, qui devient individuel, comme une âme qui descend de l'âme universelle, ce serait la vision hindouiste, le Paratma, tout le cosmos qui tout d'un coup par ici descend et s'incarne dans le cœur pour devenir un être individuel qui passe par toutes les phases de la fécondation, de l'intra-utérin et puis le moment de la naissance. Et les étapes pour qu'on se construire, ça passe beaucoup en termes de psychologie par au départ, ça va pas bien, il y a malaise, il y a pleurs, et il y a le sein qui arrive, ou le bébé qui arrive, il y a la présence qui arrive, tout va bien, et je me rendors. Et c'est comme ça la vie du bébé dans les premiers jours, c'est juste malaise, pleurs, réponse aux pleurs. Là. Et puis petit à petit, quand même, il y a le fait que
je peux pleurer et ça ne vient pas, la tension ne se relâche pas tout de suite. Donc, petit à petit, avec ces frictions, avec la mère est là, la mère n'est pas là, les objets extérieurs me font mal, ou je suis coincé, ou au contraire, j'ai des mouvements qui sont agréables. Et tout cela amène peu à peu le bébé à avoir une conscience d'autonomie qui va se concrétiser de différentes façons. D'abord, une opération fondamentale, mentale fondamentale, c'est que la mère ne m'obéit pas. Parfois, elle est là, parfois, elle n'est pas là. Et elle continue d'exister. Donc, la mère devient, l'adulte, mais particulièrement la mère, devient une réalité indépendante de moi qui a une existence séparée et qu'elle continue d'exister même si elle n'est pas là. Donc, si la mère continue d'exister pendant que... Et moi, ça me ramène à moi, je suis un existant aussi. Et ensuite, ça va se concrétiser par la capacité à dire non quand je ne suis plus un objet qu'on peut manipuler n'importe comment. Et une des expériences les plus fortes, apparemment, hein, quand on observe les bébés, et quand quand on se réfère aussi à notre psychologie d'adulte, c'est la capacité à dire non. Et là, je me constitue en être séparé. Et c'est toujours sur la friction avec le monde extérieur, la volonté des autres ou la réalité des éléments, du changement de température, etc., des fluctuations de l'environnement, que moi, je me situe et que j'ai à me placer, et en particulier à dire oui ou non. Et puis, après ça, il y a la capacité à exprimer ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et au-delà ça enrichit le non. Le non me constitue comme être séparé et ça enrichit le non quand je peux aussi exprimer ce que je veux. Et là, c'est l'enfant qui commence à pouvoir dire je, moi, je, moi, je. Et ça, c'est l'ego et c'est magnifique. C'est en même temps, ça se construit par la friction à la périphérie. Comme ça, on peut dire que l'ego se construit sur la périphérie de la conscience de moi, qui est en même temps au centre. C'est-à-dire, c'est le pari, le défi de se constituer un centre par rapport à tous mes organes des sens et les rapports avec l'extérieur. Donc, aucun problème. Mais j'espère que tous ceux qui parlent d'ego spirituel ont déjà construit ce moi-je. Et d'abord, je dirais qu'il faut accéder à un ego spirituel qui est un des premiers bénéfices de la méditation, c'est de reconnaître que j'existe. Et il y a même un séminaire, enfin des processus qui plongent dans la nuit des temps spirituels, je dirais, et qui est aham en sanskrit, je suis, qui est Alors, la base de la philosophie du Veda. Oui. qu'est-ce qui change entre l'ego normal et l'ego spiritualité? Est-ce que c'est une même chose ou est-ce que c'est différent? Alors, c'est une même chose et c'est différent. Là, je ne vais pas te mélanger. Alors, il y a d'abord de dire ce moi, j'existe séparé me fait aussi à l'extrême coupé de mon existence reliée à tout l'univers. Donc, il y a l'image du poisson dans l'eau, le poisson dans l'océan. C'est intéressant. Si on demande à un poisson, enfin, c'est une façon, une histoire imagée pour comprendre. Si on demande à un poisson, qu'est-ce que c'est que l'eau? Ben, lui, il ne sait pas. Il ne connaît que d'être baigné dans l'océan. Qu'est-ce que c'est que l'océan? Ben,
Je ne sais pas s'il tourne la tête à droite et gauche, il nage partout. Il ne trouve pas quelque chose qui est de l'eau ou l'océan. C'est tellement, il en est tellement comme une émanation, il est tellement plongé dedans qu'il n'a pas de conscience qu'il existe dans un grand tout. Donc, je peux exister en tant que moi, comme la base de la conscience, de ma conscience, la conscience de ma propre conscience, et je perds, comme le poisson qui est dans l'océan, la conscience que je suis complètement, tout le temps, imbibé dans l'espace cosmique, l'espace créateur, l'espace informé, l'espace énergie, qui est ce qu'on peut appeler Dieu, ou le Tao, ou voilà, enfin, on peut trouver différents mots, le grand esprit, au-delà, le grand tout, la Gayatri, enfin, voilà, qu'on le mette au féminin ou au masculin d'ailleurs, hein, Sophia. Voilà. Et c'est intéressant, c'est une des choses, c'est, si je veux parler de la disparition de l'ego, c'est à un moment donné de reprendre une conscience claire que je suis continuellement une des émanations de cet univers. Les mots manquent, les mots précis manquent, mais c'est ma connexion. Alors, on peut dire qu'à ce moment-là, c'est l'ego se dissout. Et l'enseignement des maîtres dit ce qui nous empêche d'avoir cette conscience vaste et de notre reliance, hein, on peut l'appeler yoga, on peut l'appeler tantra, ces deux mots d'ailleurs signifient de faire partie de l'intrication quantique. Alors, j'ai besoin, oui, pour pouvoir accéder à cette conscience, j'ai besoin que le mental se taise. C'est dans le silence du mental que cette conscience reliée peut venir. Donc, on peut parler mais même là, les mots ne me conviennent pas, d'ego spirituel, ça ne va pas. C'est-à-dire, parce qu'on veut dire encore autre chose avec ego spirituel. Mais il y a dans la spiritualité le pari de vivre dans un état extatique de dissolution de mes limites et en même temps de capacité à avoir une conscience de soi. Et c'est comme une respiration. Je peux être en expansion et à travers les moments de méditation, et ça peut être aussi une réalité perçue de façon constante. Et en même temps, je suis un être unique qui se meut dans l'espace et dans le temps. Parce que dans cette conscience infinie, l'expérience est aussi de sortir du temps. Je sors d'un espace particulier, localisé, et je sors d'un moment dans le temps. Et je deviens infini, et je deviens éternel. Éternel n'étant pas une succession indéfinie dans le temps, c'est au-delà du temps qui se déroule. La réalité absolue.
Voilà. Alors maintenant, ça pour moi, c'est la compréhension à laquelle j'accède peu à peu. Et il y a ce que les gens appellent l'ego spirituel. En fait, c'est l'idée que je me fais de moi. Hmm. Et ça, c'est la personnalité. Est-ce que ça renvoie donc, du coup cet ego spirituel aussi à l'ego qu'on peut avoir quand on dit qu'une personne a peut-être un ego surdimensionné? Oui, alors, oui. Alors, il y a le problème, c'est pas seulement l'ego surdimensionné. Le problème, c'est la personnalité. Persona, ça vient d'un mot grec et qui veut dire le masque. Hmm. Alors, dans mon interaction, dans l'interaction du bébé, là, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure, la constitution de l'ego. Dans la friction avec le monde extérieur, je m'adapte. Je m'adapte à l'autre, je m'adapte aux autres, je m'adapte aux situations et en me faisant une certaine idée de moi et une certaine idée de comment je dois réagir. Donc, je me compose un masque, une façon d'être, des scénarios répétitifs, une idée de moi. Et cette personnalité, elle, elle devient problématique. Alors, je peux l'avoir surdimensionnée. Par exemple, on a dit, on m'a invalidé dans toute mon enfance, etc. Alors, c'est une blessure d'image de moi positive. Et à ce moment-là, il faut que je lutte pour donner une image de surpuissance, par exemple. Alors, ça va être ça souvent, l'ego surdimensionné. C'est la personne qui a été invalidée, infantilisée, etc., qui cherche à reconstruire son image et qui, pour reconstruire son image, va avoir besoin de se considérer et de prouver aux autres qu'il est ou qu'elle est meilleur que les autres. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on souffre pas tous un peu de d'ego, euh, d'un excès d'ego parce qu'on compense tous avec notre personnalité, on porte tous des masques sans être vraiment qui on est ou sans oser pour beaucoup de personnes qui nous sommes vraiment. Alors, c'est là que se pose la véritable, enfin, pour moi, une question essentielle, c'est ce que tu dis vraiment. Qui suis-je vraiment? Et là, est-ce que je suis l'idée que j'ai de moi? Est-ce que je suis l'idée que les autres ont de moi? Est-ce que j'existe dans le regard de l'autre? Qu'est-ce que c'est qu'une conscience de soi dans ses profondeurs qui transcende toutes les idées que j'ai de moi et que les autres ont de moi? Et ça, c'est une magnifique aventure. La construction de l'ego-personnalité, c'est comme un mal nécessaire ou un bien risqué. Mais je ne pense pas qu'on puisse y échapper. Ça fait partie des lois de la vie pour pouvoir exister dans ce monde. Alors maintenant, c'est là toute l'aventure spirituelle, pas dans mon sens, et c'est qui est ce jeu. Et là, c'est le jeu entre tout ce qui arrive, aussi bien dans mon monde interne, avec la reconnaissance
de mon monde interne, de mon monde de pensée, de mon monde d'émotion, de mon monde de sensations, de ma situation dans la vie, de ma conscience de mes problématiques, ce que j'ai à résoudre, etc. Des conflits avec le voisin, avec ma coloc, à travers tout ça. Et donc je suis cela. C'est la texture de mon expérience continuelle, c'est la phénoménologie de mon expérience continuelle. Et puis, pour que cela puisse exister, il y a la conscience de cela. Il y a moi, je, au centre, qui suis conscient de ce qui arrive. Et l'aventure spirituelle, c'est de devenir conscient d'être conscient, de se voir que le point central, le centre de la roue de l'existence, c'est moi, je. Et le paradoxe, le miracle, c'est qu'en allant en découvrant, en expérimentant directement ce moi-je, la réalité de moi en être conscient, séparé, le silence survient et mes dimensions, je dirais océaniques, la goutte d'eau qui rejoint l'océan, se fait là. C'est en étant conscient de ma goutte d'eau que je rejoins l'océan. Oui, alors du coup, j'ai une question. En faisant, donc, parce qu'il y a des séminaires aussi qui suivent où on se demande de façon intensive qui on est justement pour pouvoir plonger à l'intérieur. Est-ce que aussi le risque, si l'on peut dire, de rencontrer qui on est vraiment n'entraîne pas aussi un effondrement de qui on pensait qu'on était, de notre personnalité, et donc se demander, mais qui je suis vraiment, enfin, Oui, ben, évidemment. Évidemment, il y a, je pense que tu touches à quelque chose d'extrêmement fort et tu as des mots qui vont bien, c'est l'effondrement de ce que je pensais que je suis. Et c'est peut-être là où on pourrait parler d'égo spirituel, c'est de s'accrocher. Je ne veux pas perdre l'image que j'ai de moi, que si je perds l'image que j'ai de moi, d'une certaine façon, je meurs. C'est une mort. et pourquoi il y a cette Je peur n'ai comment de perdre l'image qu'on a de soi? C'est comme tomber dans un grand vide. C'est comme tomber. Et nous avons tous peur de tomber dans ce vide. Alors, il y a plusieurs couches en tombant dans ce vide. Il y a d'abord toutes les émotions. Si je me relaxe complètement et si je laisse tomber l'idée que j'ai de moi, ça permet à tous mes monstres, tout ce à quoi je ne veux pas m'identifier, de se manifester. Une des choses, par exemple, très difficiles, c'est la colère ou c'est la peur de mourir. Et là, dans l'investigation qui suis-je, peu à peu, en me rendant compte que je ne suis ni ceci ni cela, ni mes émotions, ni mon corps, ni l'idée que j'ai de moi, il y a, j'ai du mal, hein, j'essaye de le faire en même temps, il y a une perte de ce qui m'a permis de survivre dans cette société. On pourrait se comparer à la mue du homard, quelque chose comme ça.
il y a certainement des phases de grande ébullition et de grande fragilité. Dans le monde de l'Inde, une des étapes justement de cette investigation, on l'appelle Masta. Et Masta, c'est le moment où quelqu'un, sur son chemin, rencontre l'énergie. Et là, il peut être complètement débordé par toutes les énergies qui surgissent et même devenir fou. Donc, et Masta, en Inde, Masti, c'est un dérivé de Masta, c'est l'éléphant en rut, qui n'est plus qu'énergie. C'est l'éléphant qui tombe dans la période de recherche d'une femelle, etc. Et il devient fou, il peut tout casser, il n'y a plus aucun contrôle, etc. J'imagine. Donc on peut devenir comme cet éléphant fou. Donc il y a cette peur de se perdre complètement. Comme la sexualité, c'est aussi un autre espace où on perd toutes ses limites de l'ego, de la construction de la personnalité. Et là, si quelqu'un vraiment se lâche complètement dans la sexualité, qu'est-ce qui va se passer? Une sexualité, c'est l'énergie énorme, ça peut aller jusqu'à se déchirer, se faire mal l'un l'autre, se mordre, se griffer, s'exploser, se cogner partout. Il y a à un moment donné, la sexualité complètement sauvage, où est-ce que ça s'arrête? Et il y a une peur de mourir, une peur de se perdre, une peur de la folie. Et c'est pour cela que beaucoup de gens restent accrochés dans le monde des pensées plutôt que de vivre totalement leur sexualité. Et comment en même temps vivre tout son monde d'énergie, sexualité et autres, colère et tout, enfin toutes les énergies fondamentales jaillissantes, tout en n'ayant plus le contrôle de la personnalité, ceci est bien, ceci est mal, mais la présence qui peut voir, qui peut sentir tout cela et qui est quand même consciente de l'environnement et qui est quand même consciente des limites, des directions à donner à cette énergie fulgurante et fabuleuse. J'ai une dernière question. Euh, on parle donc de l'ego et de faire partie du tout. Et comment retourner à son individualité quand on a répondu à qui je suis, et donc j'imagine qu'on se fond dans l'univers. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Parce que jusqu'à présent, c'est ma personnalité qui fait que je suis moi. Et donc, qu'est-ce qui fait que je suis moi si ce n'est plus ma personnalité? Alors ça, c'est assez complexe et merveilleux. Je dirais, il reste la présence, il reste la magie de l'existence. Il n'y a plus moi qui fais une expérience, il n'y a plus l'autre qui est l'occasion, l'objet de l'expérience, il n'y a plus moi je fais l'expérience de ceci ou cela, il y a juste une spontanéité lumineuse, instant par instant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour se poser la question. Et il y a une vie spontanée, avec
un silence fondamental. Si tu es en silence, il n'y a personne pour dire moi ou pour dire je. Et en même temps, il y a un surgissement aussi de pensée pour être en relation où je vais dire je. C'est paradoxal, c'est vraiment une réalité paradoxale, enfin une expérience paradoxale. Donc je perçois que je m'approche, mais qui me dépasse encore ma propre compréhension. Et c'est pour ça aussi que de lire ou d'écouter des discours de personnes comme Osho ou comme de lire Ramana Maharshi ou d'autres, pour moi, cela me permet de lire ou d'écouter des gens comme ça, d'entrevoir peu à peu ce que c'est que cette expérience. Cette expérience où il n'y a plus personne pour expérimenter, il n'y a plus d'objets séparés à expérimenter, il y a juste le surgissement dans l'instant. Et ce que disent les maîtres, et ce que je peux entrevoir par moments, cela, c'est la présence du Bouddha, c'est la présence extatique. Et de là surgit à proprement parler l'amour et la compassion. On ne peut pas l'expliquer plus, mais c'est de fait, quand je suis complètement dans cet espace ouvert, non analytique, il y a dans la connexion aux autres, il y a déjà une abondance à partager. Et là, c'est l'aspect dense, l'aspect amour, l'aspect joie. Et puis, il y a, j'allais dire, une joie profonde, paradoxale, que j'ose même pas appeler joie, mais qui est la compassion, c'est-à-dire la saisie intuitive et ressentie de l'intérieur du mal-être de l'autre, ou même de la souffrance extrême dans laquelle peut être quelqu'un d'autre, avec l'émanation de soi, d'une énergie qu'on peut dire de compassion ou d'amour, pour soulager, et en même temps des gestes à poser ou des paroles à dire qui aident à soulager. Et là, si je fais cela pour améliorer l'image que j'ai de moi, c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a la blessure narcissique, il y a ce que j'aime pas appeler l'ego spirituel, parce que l'ego spirituel, c'est un jugement. De dire ego spirituel, c'est un jugement. Il y a un aspect de la personnalité qui essaye de survivre et qui essaye de dépasser sa propre souffrance en récupérant une image de soi. Ce serait ça, donc dont il faut prendre soin. Si je ne suis pas conscient, et je le fais dans l'inconscience, de chercher tout le temps à prendre sur les autres et à m'appuyer sur les autres pour réémerger moi-même, eh bien, c'est sûr que ça devient violent, c'est entre guillemets négatif, mais l'appeler ego spirituel, c'est mettre un jugement, et pour moi, c'est beaucoup plus aider les personnes, m'aider moi-même déjà, voir, constater moi-même qu'est-ce que c'est qui m'anime,
donc d'être plus conscient de moi, et, et aussi de savoir s'il y a des gens qui sont tellement malades, qui sont dans le besoin d'utiliser et d'écraser l'autre, ben de savoir me protéger. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. J'espère que j'ai répondu pas à pas, en tâtonnant à cette question, une des questions fondamentales de ce qu'est l'ego. Bah oui, je te remercie même de... Ce qu'est l'ego, ce qu'est la conscience de soi et ce qu'est la personnalité. Oui, je te remercie. Est-ce que tu veux dire un dernier mot par rapport à ça ou... Tout se dissout dans la présence silencieuse de l'amour, sans se creuser la tête, plus que ça. Surtout sans plus creuser la tête, après tout ce débat. Arrêtons de nous creuser la tête, juste d'être présent, de se sentir vibrer à l'unisson. Et la gratitude est là, le merci est là. C'est tout.